Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Le dialogue avec vous au 39 21. Vous témoignez ce midi sur cette guerre des prix dans la grande distribution. Le patron de Carrefour dit qu'elle est allée trop loin et qu'il faut sans doute accepter l'idée de prix plus élevés dans les rayons. On en parle avec vous au 39 21. Mais d'abord, Jean-Michel, le gouvernement qui envisage de généraliser les caméras piétons. Ces caméras qui sont expérimentées et qui équipent déjà quelques centaines de policiers et de gendarmes. Bonjour Omer. Bonjour. Vous nous appelez de Paris. Est-ce que vous avez souvent été contrôlé, Omer ? Oui. Ah. Je pourrais parler même de cérémonie de dégradation, oui. De cérémonie de Dégradation. dégradation. Parce que vous avez trouvé ces scènes humiliantes. Ces scènes sont humiliantes quand vous vous retrouvez plaqué contre un rideau de fer en pleine journée devant tous les citoyens qui passent. Oui, c'est une cérémonie particulièrement humiliante et qui ne contribue pas à renforcer le sentiment d'appartenance d'une grosse frange de citoyens à cette République. Si vous avez été plaqué contre un rideau de fer, comme vous le dites, vous ne décrivez pas un contrôle d'identité, vous décrivez une scène violente. C'est une scène violente, oui. Qu'est-ce qui avait motivé cette violence ? Il y a justement, le problème c'est qu'on n'a pas de motivation quand on pose la question aux policiers et on est, vous l'avez entendu récemment, un des ministres, en particulier le ministre des Transports, qui demandait à ce qu'on continue et qu'on développe encore plus ces contrôles dits aléatoires. Et donc oui, c'est pour nous, c'est des vraies cérémonies de dégradation et qui devient insupportable parce que on peut se faire contrôler au moment où son employeur passe, où ses beaux-parents passent et on n'a aucun document prouvant qu'on a subi un contrôle et qu'effectivement on n'a rien à nous reprocher et donc c'est un vrai souci. Oui. Je reviens, Omer, sur ce que vous disiez. Vous avez été plaqué contre un rideau de fer, c'est-à-dire vous marchiez dans la rue et là des policiers, vous ne faisiez rien de particulier, des policiers ont voulu contrôler votre identité et ça s'est mal passé. Comment Non, on vient, on vous arrête, on vous dit contrôle d'identité, on vous demande de vous mettre contre un mur, on vous demande de d'écarter les jambes et les bras, on vous palpe en pleine rue, ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de donner vos papiers, on vous soupçonne de quelque chose uniquement sur votre physique, d'après le récit que vous faites, Omer. Je dirais, on pourrait même parler d'apparence, oui. Et quelle est votre apparence qui conduit à ce type d'attitude ? Je suis guadeloupéen, donc j'ai une apparence, on va dire, basanée. D'accord. Pour dire noir. Donc pour vous, le contrôle au faciès, c'est une réalité dans votre vie, Omer ? Absolument. Et pas que dans ma vie, et c'est un vrai problème que subissent énormément de gens s'ils ont le tort d'avoir une apparence physique qui rappelle une couleur de peau, et si en plus ils habitent dans un quartier populaire, c'est encore plus compliqué. Vous avez imaginé porter plainte un jour après un contrôle de cette nature, Omer ? Mais non seulement on porte plainte, il y a eu 13 jeunes qui ont déposé plainte. Vous avez porté plainte, vous ? J'ai déposé une question prioritaire de constitutionnalité, oui. Ah ben non, ça c'est chic, ça, si je puis dire. Oui. C'est chic. Et alors, elle a des chances d'aboutir, cette question prioritaire de constitutionnalité ? Mais écoutez, nous, on espère bien que la loi fera son travail à ce niveau. Pour l'instant, on a déjà eu un premier rejet, donc on a fait appel, et on espère effectivement que ça aboutira. Mais tout en sachant que, par ailleurs, que la France a déjà été condamnée par la Commission des droits de l'homme à l'ONU pour profilage ethnique, qui a eu également auprès de la Commission européenne des demandes à ce que la France modifie les choses. Mais en l'occurrence, le Premier ministre fait preuve d'une rigidité, d'un autoritarisme face à cette problématique qui était par ailleurs un engagement, je dis bien un engagement, puisque récemment... Du candidat Hollande, oui. Oui, le Premier ministre nous a fait une explication entre la différence entre une promesse et un engagement, et en l'occurrence, on est bien en face d'un engagement. Est-ce que vous pensez que la présence de caméras, si les policiers en sont équipés, pourrait modifier les choses et donc détendre du coup les rapports entre les gens qui contrôlent et ceux qui sont contrôlés ? Ne passe pas avec le modèle de caméra que le gouvernement a choisi d'expérimenter, puisqu'il y a une expérimentation et pour l'instant, nous citoyens que nous sommes demandons et attendons d'avoir accès à l'évaluation de cette expérimentation. On n'en a rien pour le moment. La problématique avec ce type de caméra, c'est qu'il peut être déclenché et arrêté que par les agents eux-mêmes. Oui. D'accord ?
Donc, ce qui fait que si en cas de contrôle, on peut se retrouver juste avec la réponse de la victime du contrôlé, mais ne pas avoir en amont les propos qui ont pu être avancés par les policiers. Ça nous pose réellement question. Et si de ce qu'on sait, nous, des évaluations de ce dispositif ailleurs, les États-Unis ou au Royaume-Uni par ailleurs, ce n'est pas adapté aux destinés à lutter contre les contrôles aux faciès, mais la première vocation est bien de protéger les policiers lors d'interactions sur la voie publique. Ça peut peut-être effectivement apaiser le contact police-citoyen, mais le problème reste entier à partir du moment que c'est le policier qui décide de déclencher quand il le souhaite le démarrage de la vidéo. D'accord. Merci pour votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1, Omer, dont je rappelle que vous êtes français et guadeloupéen, ce qui semble expliquer la fréquence et la nature des contrôles que vous avez subis. Bonjour Jean-Baptiste. Oui, bonjour. Vous êtes policier à Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Oui, tout à fait. Et vous faites partie de ces policiers qui ont eu l'occasion d'expérimenter ces caméras lors d'interpellations ou de contrôle d'identité. Oui, tout à fait. J'ai pu, dans le service où j'étais affecté, j'ai pu en bénéficier. Donc, effectivement, c'est un moyen mis à notre disposition pour sécuriser les contrôles, puisqu'il y a certaines zones, on va dire des zones difficiles où la police a fréquemment des problèmes avec les jeunes. Donc, on a la possibilité avec cette caméra de pouvoir figer des situations, c'est-à-dire que du point de vue des personnes contrôlées et de la police, on a un regard sur l'intervention. Mais ça a facilité votre travail ? Oui, tout à fait, parce que ça permet déjà de calmer, donc lorsqu'il y a des injures ou des caillassages, de pouvoir identifier les auteurs, puisque ces derniers sont filmés, mais également de filmer notre intervention à nous, donc il y aura plus de politesse, plus de courtoisie, parce que de temps en temps, certains estiment que nous ne sommes pas assez courtois, de voir comment se passe réellement l'intervention. Certains estiment, dites-vous, que les policiers ne sont pas assez courtois. C'est un peu la réalité ou pas ? Non, parce qu'il lorsque l'on contrôle, dans des zones difficiles, on est souvent pris à partie, caillassé, injurié, donc il faut aussi savoir garder son sang-froid. Et lorsqu'on contrôle, puisqu'on a des zones à contrôler pour des recherches de délit, c'est pas souvent apprécié. Donc effectivement, en ayant cette caméra, ça permet de figer tout simplement la situation lorsqu'on intervient sur place. Le contrôle au faciès, Jean-Baptiste, selon vous, ça existe ? Non, puisque lorsque des contrôles d'identité lorsqu'on est mobilisé sur ce type d'intervention, c'est sur des zones bien précises. Donc, lorsque vous passez dans cette zone, tout citoyen qui passe peut être contrôlé. Donc, nous contrôlons tout le monde. On a aussi des instructions. Moi, je n'ai pas été confronté à cette situation-là. Omer, avant vous, français et guadeloupéen, dit moi, j'ai souvent été contrôlé. Hein. Ouais, bon, après. Parce que je suis un peu basané, c'est lui qui l'a dit. Non, après, vous savez, il y a des zones où forcément on est plus contrôlé que d'autres. Si cette personne a la malchance d'y habiter et que des contrôles sont fréquemment organisés là, forcément il va être contrôlé. Maintenant, lors des contrôles, je l'entendais parler de palpation. Oui, effectivement, on palpe parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire et c'est un moyen de sécurité pour nous, pour vérifier qu'on ne sait jamais trouver un couteau, quelque chose. Donc voilà le motif pourquoi on palpe. Maintenant, ça se fait généralement dans des endroits à l'abri du public. Voilà, on fait au maximum pour se cacher, pour éviter justement de mettre les gens dans une position face au regard des gens. Merci. Oui, Maxime, un témoignage sur Twitter avec le hashtag midi, vous dites que ça se passe généralement à l'abri du public. Franck Black nous dit les contrôles sont effectivement humiliants. Il suffit de prendre le métro pour le voir presque quotidiennement. Et c'est vrai que par exemple à Paris, on voit quasiment tous les jours sur les quais de métro des gens se faire contrôler leur identité par 2, 3, 4 policiers face à tout le monde, pas forcément dans des endroits qui sont cachés. Une réaction, Jean-Baptiste ? Malheureusement, il y a des endroits où la situation ou le lieu géographique ne permet pas de se mettre à l'abri. Donc on essaye de faire ça le plus intelligemment possible, sans effusion de voix, en expliquant que l'individu va être justement palpé par mesure de sécurité. Ça prend 1 minute, c'est juste pour vérifier. Donc, mais bon, il y a certains endroits où on ne peut pas se mettre à l'abri, donc il faut aussi prendre en considération cela. Merci pour votre témoignage, Jean-Baptiste. Vous êtes policier à Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. On comprend que votre travail n'est pas facile, tout comme on a compris que la vie d'Omer, multiples fois contrôlée, ne doit pas l'être non plus. Mais en tout cas, merci d'apporter vos témoignages sur l'antenne d'Europe 1. Jalis, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes à Villeneuve-le-Roi, dans le Val-de-Marne, vous aussi. Et vous aussi, vous avez été contrôlé assez souvent ? Oui,
Oui, moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Alors, je racontais, mais quand on se fait contrôler les 3 premières années de son permis et qu'on se fait contrôler une quinzaine de fois, et au final, on vous rend vos papiers, il n'y a aucune contravention et vous n'avez aucune explication. J'ai beau en parler autour de moi, ça arrive très peu souvent et ça arrive souvent aux mêmes personnes, au même type de personnes en tout cas. Type de personnes, vous pouvez préciser à quel type de personnes moi j'ai 26 ans, principalement les jeunes, soit d'origine, si je puis dire, étrangère, ou alors soit avec une tenue vestimentaire qui les identifie aux jeunes de quartier populaire. D'accord. Donc délit de faciès. Moi je le prends vraiment comme ça, et c'est aussi là qu'il y a une nécessité d'avancer. Vous savez, quand on dit on se fait contrôler et qu'on se fait plaquer contre le mur, moi ça m'est déjà arrivé, on m'a sorti de la voiture devant un centre commercial dans mon espace de vie. Alors je suis éducateur spécialisé dans le même temps, donc voilà, et qu'on vous donne aucune explication et que tout le monde vous voit vous faire contrôler et qu'ensuite vous avez 3-4 coups de fil d'amis, de proches, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as fait pour te faire contrôler. Bon bah on est là, le policier juste avant a dit une chose très importante, a dit ça prend 1 minute. Ça prend 1 minute pour eux, mais il faut prendre conscience de l'humiliation qu'on subit et du traumatisme et de l'injustice, quoi. Ensuite, on repart. Moi, je me suis revu repartir, me refaire la scène pendant des minutes dans ma voiture et essayer de comprendre ce que j'avais fait et même à me dire j'avais sûrement fait quelque chose. Au final, je me suis dit que si j'avais fait quelque chose, j'aurais eu une contravention, quoi. Donc c'est bien ça le cœur du problème. Ce sont peut-être 2 logiques difficiles à concilier, le policier qui doit faire son travail et puis vous qui vivez, et on le comprend, on l'entend et on le comprend, ce contrôle comme une humiliation. Mais c'est pour ça qu'il y a une nécessité urgente de reposer la question des missions de la police. Vous savez, quand on est dans une traque effrénée aux sans-papiers et qu'on nous fait croire que c'est la cause de tous nos problèmes et qu'on doit multiplier les contrôles pour vérifier les personnes qui ont leur papier ou pas, vers qui on se dirige? S'il n'y a pas de formation derrière, si les policiers ne sont pas plus accompagnés, tous ceux qui vont être contrôlés, c'est ceux qui ont une apparence d'origine étrangère, si je puis dire. Et donc on fait porter cette injustice-là à travers des missions qui sont complètement, y compris d'un point de vue de sécurité, inutiles, quoi. C'est vraiment ça. Même sur la question des stupes, par exemple, il y a une étude qui a montré que Saint-Denis, la Seine-Saint-Denis, c'était le territoire qui était le 2e territoire contrôlé en termes de stupes, alors que c'est le 42e en termes de consommation. Voilà, il faut revoir un peu les missions de la police, j'en suis convaincu, et orienter avec une autre formation aussi, quand on a 80% des policiers qui viennent de province et qui, pendant leur formation, on leur explique que dans les quartiers populaires, ça va être la jungle, qu'il va falloir se protéger parce que c'est dangereux et que les jeunes policiers souvent qui arrivent, n'ont aucune connaissance des codes et des pratiques qui peuvent y avoir. Oui, il y a friction automatiquement. Redéfinir les missions de la police, et puis vous le dites, il y a friction parce qu'il n'est pas facile de faire cohabiter des policiers qui font leur travail et puis ceux qui ont l'impression que quelquefois ils le font un peu trop envers eux. Nous poursuivons ce dialogue, la guerre des prix dans les hypermarchés. Ces distributeurs disent on en a beaucoup fait de la guerre des prix et on va cesser d'en faire. Nous recueillons vos témoignages à ce sujet dans quelques minutes. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek sur Europe.